cette plante qui est là est un symptôme de quel est le terrain, qu'est-ce que c'est ma terre. Est-ce qu'elle est plutôt sableuse, plutôt argileuse, plutôt je sais pas quoi. Est-ce qu'elle est plutôt exposée, pas exposée, en plein vent. Est-ce qu'elle est ravagée de quelque chose. Est-ce qu'il y a de la vie dedans. Est-ce qu'il y a encore des carabes, des cloportes et des vers de terre, ou est-ce qu'elle est atone et il n'y a plus rien. Et la plante elle-même sort ce qu'elle peut sortir pour régénérer. Si tu la fauches et que tu la mets au sol, en fait elle sort des choses que ne peuvent sortir aucune plante de ce sol pour reconstituer un sol. C'est pareil dans la maladie, on pourrait se poser la question à quel point le symptôme est là pour nous dire quelque chose et essayer de faire sortir quelque chose qui était nécessaire de faire sortir, tu vois. Dans une vision holistique de la santé, quelqu'un qui a aucun symptôme, qui est jamais malade, c'est pas bon signe. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ces outils me donnaient un peu la toute-puissance, tu vois. C'est un peu le rêve de l'ado. Il faut que j'achète la nouvelle planche à voile tous les ans, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est le rêve du matos, quoi. Et la réa, c'est ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est vachement plus facile de savoir ce qui est faisable que ce qui est souhaitable. C'est-à-dire que t'as le matos, mais est-ce que éthiquement, moralement, humainement, c'est ça qu'il faut faire? Et là t'as plus de réponse. Et t'es même mis en danger par la disponibilité technique. Et c'est très dur de faire ce grand écart et d'accepter qu'il y a les deux en même temps. Il y a à la fois un système totalitaire qui est en route, et à la fois il n'y a jamais eu autant d'alternatives. Ouais, il y a à la fois le système agro-industriel qui est en train de se concentrer encore plus. À la fin, vous n'aurez plus que 15 semences possibles. C'est Bill Gates et Monsanto qui posséderont quand on fait du land grabbing, de l'accaparement des terres sur toutes les terres. Ok. Mais de l'autre côté, vous n'aurez jamais autant de gens qui recultivent leur jardin pour faire un potager, qui refont vivre des petites surfaces d'1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Donc ça, pour moi, c'est très rassurant. Et c'est pareil en médecine. Et donc il y a un juste point d'intersection qui nourrit la joie, c'est trouver cet espace où ma verticalité, mon étincelle individuelle, est au service d'une horizontalité collective qui lui donne du sens et de l'assise, qui la stabilise et la renforce, et moi je viens apporter quelque chose par mon étincelle individuelle. Le vrai, la vérité, c'est le conflit du véridique et du mensonger. C'est le conflit dialectique, le frottement entre les deux en permanence. En 2020, le lancement de l'école d'agroécologie voyageuse est perturbé par 2 confinements successifs. Les mesures imposées par le gouvernement français ne correspondent pas à la réalité sanitaire de ce virus. Il s'agit d'un fort signal de la fin de notre démocratie. Dans cette tempête, Louis Fouché a été un phare. Il a eu la capacité à créer rapidement un mouvement pour une santé où l'humain est au cœur, mouvement qui a redonné espoir et courage à des centaines de milliers de personnes, et j'en fais partie. Mais pourquoi, me direz-vous, interviewer un médecin dans un podcast sur l'agroécologie ? Parce que les parallèles entre notre système agricole de santé et notre système agricole sont flagrants, et que c'est en cultivant sa terre que l'on peut être plus autonome et en bonne santé. J'ai eu la chance d'être accueillie dans la famille de Louis Fouché à Marseille. Après une balade où il m'a fait découvrir l'environnement magique des calanques marseillaises où il se ressource, nous avons enregistré cet épisode, puis je l'ai aidé à faire des semis dans son jardin en permaculture dont il a peu le temps de s'occuper tant il est sollicité. Parce qu'il a refusé l'injection obligatoire, Louis a été suspendu de ses fonctions de médecin anesthésiste réanimateur. Peu à peu, la vie a présenté à lui la possibilité de réanimer des récits collectifs qui mettent le vivant au cœur de nos sociétés. En fait, Louis est un peu le Hervé Covès de la santé. Il aime beaucoup parler et raconter des histoires. C'est pourquoi il a fallu que je divise cette interview en 2 parties. Dans la première, Louis partage son parcours, des glénans à la médecine. On parlera de l'enracinement, de ce qu'est la vérité, de cultiver l'agroécologie de la relation. On fera des parallèles entre le médecin et le paysan. Dans la deuxième partie, on abordera l'importance de cultiver notre autonomie et Louis partagera son expérience et ses conseils sur les projets collectifs. Je profite de cette intro pour remercier ma maman Sophie qui m'a permis de rencontrer Louis, ainsi que les personnes qui ont soutenu mon travail ce mois-ci à travers mon compte Tipeee. Agnès Poirier, Sandrine Brigaud et Sabine Bonvin. Grâce à vous, je peux payer les frais de déplacement de mes reportages. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Mycélien pour recevoir chaque mois les derniers épisodes,
des ressources inspirantes en agroécologie, des rendez-vous dans les fermes, pour tisser des liens vivants entre nous, hors des écrans. Et maintenant, prenez une grande respiration. Et laissez-vous embarquer dans cet épisode. Belle écoute. Que faire ? Je suis affreusement conscient, je suis douloureusement lucide. Cette citation de ton dernier livre, Traverser la peur, l'Odyssée du réel, parlera peut-être à certaines de ceux et celles qui nous écoutent. Nous vivons dans un monde où de plus en plus de gens ont peur du changement climatique, des pénuries d'eau, d'un virus, de la destruction du vivant, d'une dictature qui s'installe en France. Dans ce podcast, j'ai l'habitude d'interviewer des paysans, des paysannes ou des personnes étant par leur métier fortement impliquées dans l'agroécologie. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'on a besoin de personnes qui nous guident avec des outils pour traverser nos peurs et faire émerger ensemble ce monde vivant que beaucoup d'entre nous souhaitent, pour créer un récit fertile de l'agroécologie et nous donner le courage de le mettre en œuvre dans la matière. Alors si je suis ici avec toi, Louis, c'est parce que tu as été pour moi et pour ma famille un des phares dans la nuit de la déferlante totalitaire de nos gouvernements qui s'est accélérée depuis 2020. Tu incarnes le courage, celui d'un médecin, père de 3 enfants, qui a refusé l'injection vaccinale. Tu as fait des stages de CNV, tu as pensé à un moment fonder un écolieu, tu as fait partie de l'association Les Colibris, tu as cofondé et été porte-parole de Réinfo Covid. Et la permaculture te passionne, t'inspire, tu la pratiques dans ton jardin, dans le jardin partagé qui est pas très loin de ta maison. Donc déjà, bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse, Louis. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Vous m'avez réservé un accueil super chaleureux avec Carole et tes 3 enfants. Donc déjà, je voulais te remercier pour ça. Et ma première question, c'est comment tu te sens en ce moment ? Et est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec la Terre ? Merci Opaline d'être là. Merci de venir nous apporter aussi à ma famille et à moi une vision de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on pourrait rester un peu le nez dans le guidon du Covid, de la médecine, de l'actualité, et puis le fait que toi tu sois voyageuse à la rencontre de tous ces gens qui œuvrent pour essayer de faire un monde plus beau et de remettre plus de vivant dans cette... en tout cas de laisser sa place aux vivants. Ça satisfait mon besoin moi d'espoir aussi et de découverte. Donc merci de venir nous raconter toutes ces histoires, comme tu le disais dans ton introduction, d'aller enrichir un récit fertile, de fertiliser nos imaginaires et notre action par ce compost de tout ce que tu peux rencontrer. Donc merci d'être là. Alors comment je me sens, c'est ta première question. Comment tu te sens en ce moment ? Après, tu peux répondre comme tu veux. Alors, c'est vaste, hein. C'est la première question pour beaucoup de gens autour de Marseille qui viennent du pourtour méditerranéen. Tu sais, quand on se dit bonjour, on se serre la louche pendant très très longtemps. On dit comment ça va la famille ? Ça va, la baisse, alhamdoulilah. Comment ça va les amis ? Ça va, la baisse, alhamdoulilah. Et on passe en revue toutes ces choses très importantes. La famille, les amis, le travail, la santé, tes grands-parents, ta mère, ton père, etc. Et une fois que tout ça c'est ratifié, qu'on a validé que ça va, c'est ok, et que c'est ça le plus important au fond, hein. Tout le reste ce sera de la discussion, ça y est, on peut passer aux choses qui fâchent. Donc là, c'est un préalable dans la diplomatie du pourtour méditerranéen que moi j'aime beaucoup, et avec un de mes collègues à l'hôpital, on jouait à ce que ça dure le plus longtemps possible. Donc parfois on se lâchait pas la main pendant 10 minutes et ça nous faisait du bien l'un à l'autre, tu vois, on se retrouvait à rigoler de ça ensemble, à rire de ça. Donc le monde, tu l'as un petit peu décrit, on a l'impression qu'il est en train de se fragmenter de partout, et moi j'ai été sensible aux travaux de Pablo Servigne et d'autres sur l'idée d'une collapsologie, d'essayer de comprendre cet effondrement dans lequel on était pris et en même temps de ne pas y rester coincé. Et j'avais été très sensible à une revue qui s'appelle Yggdrasil, qui s'appelait Effondrement et Renouveau. Il y avait toujours cette idée de ok, ça s'effondre, mais il y a autre chose qui est en train de se passer. Et moi je vis cette espèce de grand écart au quotidien, avec des moments très sombres, très tristes, de déploration importante, et qui sont parfois déclenchés par des petits riens, hein,
peuvent être un mégot dégueulasse au fin fond des Calanques, quoi, tu vois. Je vais te dire, mais l'humanité mérite pas ça, quoi. Le monde mérite pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça, quoi? Et ou parfois par des beaucoup plus grosses choses, quoi, de voir des catastrophes autour du monde. Donc ça, c'est le côté déploration. Et puis de l'autre côté, l'émerveillement de voir que la vie renaît tout le temps. Et puis là, on se rapproche du printemps doucement. Et donc il y a plein de pousses, il y a plein de pousses vertes un peu partout, même au cœur du bitume, qui sont là pour péter le bitume justement et faire renaître quelque chose, quoi. Et donc même au cœur de nos villes, eh ben, on a des coquelicots, plein de graminées qui viennent et qui essayent, vaille que vaille, de recoloniser tous ces espaces qui paraissaient morts. Et ça, pour moi, c'est porteur d'espoir, tu vois. J'ai eu la chance de me balader à Angkor Wat, qui sont des temples khmers au Cambodge, et qui étaient probablement une civilisation très brillante, très technologique, et maintenant ils sont envahis par la jungle. Et l'espèce d'hybridation entre les restes, les ruines de cette civilisation et la jungle maintenant, avec des énormes fromagers, des grands arbres avec des racines grandioses, c'est très beau. Et ça fait... je me dis que peut-être c'est ça qui est en train de se passer pour notre société, notre civilisation aussi. Que peut-être... et on joue à ça avec mes enfants, d'imaginer la route, comment ce serait que si c'était comme on avait envie. Et on voit des arbres pousser au milieu, entre les deux rangées de voitures. On voit de la terre se mettre, et puis des chevaux, et puis nous on est à cheval. Et on peut rêver tant qu'on veut, quoi. Donc là, je suis pris là-dedans, et il y a des moments up, il y a des moments down, il y a des moments... Et ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est le lien humain, c'est de retrouver d'autres. Parce que parfois, on serait tenté de s'enfermer un petit peu soi-même, de rentrer dans un univers virtuel, qui soit dans le monde numérique ou qui soit dans les livres. Hein, ça pourrait être pareil aussi, de s'engouffrer dans des livres et puis de ne pas se confronter au vrai monde. Moi, mon attitude, c'est plutôt au contraire d'aller à l'endroit où ça me fait peur et de me concentrer sur l'endroit exact où j'ai peur. Avec l'idée que ça m'aide à retrouver le réel. Et je pense que c'est important de garder pied avec le réel aujourd'hui, parce que y a des gens qui vont virer dans le New Age délirant, disant oui, si je mets ma pensée, le monde sera beau. Ouais, ok. Ouais, c'est ta pensée, mais peut-être qu'il va falloir bosser aussi, quoi. Et puis il y a les autres qui pensent peut-être pas ça, qui eux veulent un gros 4x4, partir en voyage au bout du monde et je sais pas quoi. Et c'est ça le réel. Le réel, c'est ce conflit permanent entre les deux. J'ai un ami qui est philosophe et qui m'a dit, mais on parle souvent d'une ère de post-vérité, hein, comme s'il n'y avait plus de vérité aujourd'hui. Et il dit, c'est pas vrai. Le vrai, la vérité, c'est le conflit du véridique et du mensonger. C'est le conflit dialectique, le frottement entre les deux en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, t'as des gens avec des masques FFP2 dans la rue. C'est vrai, c'est comme ça en fait. C'est débile, ça paraît fou, ça n'a aucun sens, ni scientifique, ni médical, ni... mais il y a des gens avec des FFP2, et donc ils existent. Et puis il y a d'autres... Donc ça, c'est le mensonger pour moi. Et il y a le véridique qui est en lutte avec ça. Et donc, faut pas lâcher pied. Parce que si on lâche pied sur le véridique, si on arrête de dire, si on arrête de faire, et ben on laisse toute sa place à l'effondrement. Alors peut-être c'est nécessaire, hein, peut-être qu'on a vraiment besoin de ça. Et en même temps, moi je pense que les transitions et les transformations, elles nécessitent un certain temps. Quand tu arrives dans ton jardin et que tu fous tout en l'air pour mettre ton nouveau bac de culture, etc., et ben, tiens, bizarrement, t'es inondé de limaces au printemps ou d'escargots, etc., parce que t'as voulu contrôler, t'as voulu mettre en force quelque chose de nouveau. Alors que si tu le fais doucement, progressivement, d'année en année, à toutes les petites niches qui s'offrent à toi, qui s'ouvrent et qui ouvrent des possibles, ça se passe beaucoup plus velours. T'as moins de ravageurs et de choses comme ça. Je pense que c'est pareil pour nos transformations sociétales. C'est si aujourd'hui on voulait faire un monde meilleur, où tout le monde serait écolo, etc., je pense que c'est une illusion. On ferait peut-être un totalitarisme vert, en fait. Tout aussi dégueulasse que le totalitarisme bleu ou rouge, ou quel qu'il soit, hein, ou blanc, des épidémies et du côté sanitaire. Et donc, quelque part, je pense que de maintenir la tension, le rapport de force, entre ce qu'on pense être juste et ce que l'autre va aussi penser juste, hein, ce que la personne en face en général pense que ce qu'elle fait c'est juste, et permet de faire que le vélo reste en équilibre, continue d'avancer, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est clair. C'est donc très ça va, clair. Je vais bien. Une réponse riche. Mon autre question, c'était, est-ce que tu te souviens, puisqu'on parle d'ancrage et de prise au réel, de ton premier contact avec la Terre?
Alors c'est drôle, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a ramené un moment de l'enfance, qui est un souvenir assez personnel, hein, et qui était que mon père travaillait beaucoup, il travaillait à l'international, souvent pendant les vacances il n'était pas là. Et pour moi c'était une tristesse de ne pas pouvoir jouer avec mon père, de ne pas passer du temps avec lui. Et donc on avait un rapport intellectuel intéressant, le rapport du quotidien, mais les vacances il n'était pas là. Je me souviens d'une fois avec ma petite sœur, on a creusé, parce qu'on voulait faire un tunnel pour le rejoindre à l'autre bout du monde, quoi. Et voilà, donc ça c'est le rapport à la terre était pour moi peut-être l'idée de retrouver cet enracinement au passé, à l'héritage, à mon père, aux gens d'avant, et ça reste un des imaginaires de la terre, celui de l'enracinement, celui de se poser quelque part, d'arrêter d'être perdu, errant dans un monde hostile où on n'a pas de maison, mais où ça y est, dès que vous avez planté un arbre, c'est un peu chez vous, quoi. Et vous y êtes bien. Et ça a été le premier lien. Et puis ensuite, il y a eu une grande période où pour moi ça n'avait aucune importance et où j'ai été plus un marin, un nomade, très influencé par le monde de la mer et du mouvement, par la transformation permanente. Ça pourrait rappeler presque le monde du vent dans la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, où il y a une équipe qui est en charge d'essayer d'aller au bout de la terre, quoi. Et ils doivent aller à contrevent. Et c'est impossible, ils se prennent des cailloux dans la figure, des énormes furvents qui viennent et ils doivent s'arrimer les uns aux autres. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette équipe, ils sont tous très différents les uns des autres. Et il n'y en a aucun qui est pareil à l'autre. Ils ont des archétypes. Il y a le Golgoth devant, il fonce, il a des gros muscles, c'est un bourrin, il veut toujours aller tout droit. Et puis il y a celui qui raconte l'histoire, il y a la scientifique qui raconte l'histoire du vent et comment le vent vit dans cet univers-là. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ses transformations permanentes. Et c'est un livre sur la transformation. Et j'avais été très influencé par la Bretagne Nord et les Côtes d'Armor, on en a parlé ensemble déjà, mais qui est un territoire mouvant en permanence par la marée. T'as 9 mètres de marnage en plus, 9 mètres de marnage en moins, t'as les nuages qui passent, le vent qui passe, et ça change tout le temps, les lumières changent tout le temps. Et donc pendant une grande partie de ma vie, il y a eu cette recherche-là, d'essayer d'être pris dans le mouvement de transformation du monde, et d'en faire partie. Jusqu'à comprendre que j'avais besoin d'enracinement moi aussi. Je ne pouvais pas être un orphelin errant dans le monde, comme un nomade. Et puis ça a été le début de la vie de famille, on va dire. D'accepter de vivre avec quelqu'un, ce qui ne va pas de soi, hein, je veux dire. Il n'y a rien de plus dur que de rencontrer l'amour d'une manière ou d'une autre, et qui va venir, qui n'est pas du tout comme dans les livres ou les contes de fées de Walt Disney ou je sais pas quoi, hein, qui va venir appuyer là où ça fait mal, faire grandir, qui va être un creuset de transformation mutuelle, où... ben voilà, est-ce qu'on grandit ensemble ou est-ce que au moindre accrochage on se sépare et on dit c'est terminé. Il y a à jardiner ça aussi, il y a à le cultiver avec l'agroécologie. Donc les petits cadeaux entretiennent l'amour, je pense, et la présence, l'observation douce aussi. On pourrait voir dans cette relation amoureuse une métaphore de la relation à la terre aussi, c'est est-ce que je vais vouloir contrôler l'autre, la mettre comme je veux, la cultiver en ligne comme j'ai envie, etc. Ou est-ce que je vais avec que des oignons, que des tomates, que des machins, parce que c'est moi qui ai décidé. Ou est-ce que je vais l'écouter, la regarder, la ressentir et puis et faire avec et voir comment on peut grandir ensemble. Et là, tu m'offres un endroit où je peux peut-être mettre des tomates, d'accord, ok, peut-être. Et cette année, ça se trouve même pas l'année prochaine. Donc ce sera forcément évolutif. Et donc tu vois, là, j'en arrive à cette idée qu'il y a à la fois une sorte de sédentarité enracinée, mais qui est prise dans un mouvement, dans ce mouvement dont je parlais, du temps qui passe, de la marée, du vent, et des saisons qui passent aussi. Et c'est comme si on recherchait en permanence dans ce mouvement une régularité, parce que ça nous rassure, parce qu'on a moins peur. Ah là, c'est le printemps, ok, je vais avoir de l'énergie, tout. Et si ça se trouve, non, un printemps, tu vas être malade, tu vas rien pouvoir faire, ou ça va pas pousser cette année, ou je sais pas quoi. Et donc, dans cette régularité-là, c'est comme si on voulait une éternité, tu vois, retrouver une sorte d'éternité figée. Parce que sinon, c'est trop grand, c'est trop vaste, c'est incompréhensible. Moi, ça me fait souvent penser à j'avais cette image dans le monde paléo, dans le monde des peuples premiers, de la nuit primordiale. Sans lumière artificielle, sans aucun néon, sans aucun lampadaire. Et cette espèce de spectacle absolument éblouissant que devait être la voûte céleste. Pour tous les humains qui étaient là,
un peu perdus avec leur petit feu, essayant de survivre. Avec leur frontal, non. Ouais. Et d'emblée, les humains ont essayé de mettre des constellations, de raconter une histoire sur ce qui se passait là-haut, alors même que les étoiles sont pas proches les unes des autres en termes d'années-lumière, tu vois, de distance. Mais les dessins que nous on voit depuis ici, ok, c'était pratique quoi. Ça c'est la grande ours, ça c'est Cassiopée, ça c'est le grand chien, ça c'est Orion, je sais pas quoi. Et au fond, si chaque soir tu lèves les yeux dans le ciel et que tu retrouves ces constellations, même dans ce grand truc absolument vertigineux, bah t'es un peu chez toi. Un peu comme le plafond de ta maison. Ça me rappelle une des citations de Simone Weil que tu cites, qui est connue, hein, l'enracinement est sans doute l'un des besoins les plus importants de l'âme humaine. Et du coup, les paysans sont les personnes peut-être les plus enracinées, en tout cas physiquement, et en prise directe avec la terre. Et du coup, toi, tu es pas paysan, tu es médecin. Mais tu as un jardin et tu es médecin anesthésiste réanimateur. Et du coup, en prise aussi directe avec la vie, la mort, la douleur, etc. Donc c'est une manière d'être très enraciné. Et donc ma question, c'est pourquoi interviewer un médecin dans un podcast sur l'agroécologie ? C'est une question piège. Alors c'est moi qui dois répondre, c'est toi qui m'interviewe, alors c'est toi qui dois répondre. Je pourrais répondre après. Mais, effectivement, moi j'ai une vision un peu analogique des choses, c'est-à-dire que je trouve que les mêmes motifs sont présents dans des champs qui pourraient paraître extrêmement éloignés, et qui au fond, non, c'est le même schéma, c'est la même histoire qui se raconte. Et aujourd'hui, ce qui arrive aux agriculteurs, et ce qui est arrivé avant aux paysans, est probablement la même chose que ce qui est arrivé aux médecins et aux soignants ces dernières années. C'est-à-dire le fait d'être petit à petit remplacé par un système technique, industriel, fait de machines, fait de robots, au fait, qui nous remplacent petit à petit et qui nous font perdre notre artisanat, c'est-à-dire notre rapport direct à la matière, où on transforme la matière et on se co-transforme en même temps. Un artisan, il a un rabot, il rabote sa planche et à chaque fois, il va devoir faire une œuvre d'art. Et peut-être il va faire, non, ça va être de guingois, ça va pas être bon, et il va devoir recommencer. Et il va faire une très belle armoire, et puis le coup d'après, il va falloir refaire encore. Et c'est sans cesse remis sur le métier, à chaque fois. Ça, c'est l'artisan. Et puis ensuite arrive l'ouvrier industriel, qui lui est dans une grande chaîne de transformation pour faire des armoires Ikea, tu vois. Lui, il appuie sur un bouton, et boum, la découpeuse, elle fait toujours la même, à la même distance, ça fait 112,2 mm, etc. Et on fait un système zéro défaut qui est parfait, mais qui à la fin fait une armoire Ikea, qui est pas vivante, qui est pas une œuvre d'art, qui a même pas de pérennité réellement. Et pour moi, ce mouvement-là qui est arrivé dans l'industrie, on va dire, et qui a remplacé les artisans par des ouvriers, il s'est produit aussi dans l'agriculture et la paysannerie, et il s'est produit aussi dans le soin. Il s'est produit aussi dans l'école, où petit à petit on a été remplacé et on est devenu un rouage de la grande machine industrielle, qui était en charge de produire toujours plus de rendement, toujours plus de rentabilité, et toujours plus de produits qui soient toujours les mêmes. Pour le soignant, c'est toujours les mêmes médicaments prescrits, enrichissant les mêmes multinationales du médicament, sur des maladies complètement standardisées, où même si le patient ne correspond pas à la maladie, c'est pas grave, il va falloir le faire correspondre à la maladie. On s'en fout de son irréductible spécificité à lui, ou peut-être qu'il est à une forme frontière entre, non, tu peux pas dire c'est juste un hypertendu ou un diabétique. Non, c'est lui, avec sa vie, son histoire, son terrain, qui en plus manifeste de l'hypertension artérielle. Mais c'est lié à toute son histoire. Et donc si tu veux traiter que l'hypertension artérielle, tu vas être à côté de la question, tu vas toujours être à côté de la plaque. Tu vas jamais le soigner, tu vas lui mettre une béquille pour toute la vie, où il va avoir son antihypertenseur qui va lui permettre, qui va être utile quelque part. C'est-à-dire effectivement l'antihypertenseur là tout de suite, il va faire que tu vas pas saigner dans le cerveau sur un coup de tension et faire un accident vasculaire hémorragique dans le cerveau. Mais ça reste une béquille, ça va jamais soigner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que tu as fait cette hypertension artérielle ? Je vais dire ça encore autrement. Dans les leucémies, on donne des chimiothérapies. Donc les leucémies, c'est des maladies où on fabrique des globules blancs anormaux, qui sont des formes précurseurs de nos globules blancs qui sont en charge de nous défendre. Et de négocier en permanence avec le monde extérieur, de la diplomatie. C'est pas juste la guerre, c'est la diplomatie aussi. Et dans les leucémies aiguës,
la moelle elle-même, la moelle osseuse, c'est la terre en fait qui fabrique, c'est l'humus à partir duquel sortent ces globules blancs, fait que ça ne va jamais jusqu'au bout, que des formes un peu avortées, quoi, qui sont anormales et qui vont finir par nous attaquer nous-mêmes et nous rendre malades et puis proliférer. Et au fond, on donne de la chimiothérapie. C'est un peu comme s'il y avait des mauvaises herbes qui poussaient dans ton terrain et que tu mettes du défoliant là tous les ans. Bam, 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 on y va, quoi. Et à la fin, t'arrêtes un peu le défoliant, il n'y a plus rien qui pousse, ok. Et puis tu regardes un peu, et puis il n'y a plus rien qui pousse. Là c'est pareil, la moelle osseuse, il n'y a plus rien qui pousse. T'es en anémie, en thrombopénie, en leucopénie, t'as plus de globules blancs, plus de plaquettes, plus de globules rouges. Et qu'est-ce qu'on fait? On change ta moelle. On te fait une allogreffe de moelle. C'est-à-dire qu'on va chercher de la moelle ailleurs et on te la donne. Comme si on avait tellement détruit ta terre qu'on allait chercher de la terre ailleurs pour pouvoir refertiliser ton sol. Ça va, tu comprends le parallèle? Et on est à côté de la plaque. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Les plantes de compagnie, elles te disent quelque chose de ce que la terre a à donner. Quand du pissenlit arrive, il est là pour décompacter une terre qu'on compacte. C'est toute l'encyclopédie des plantes bioindicatrices du CERF qui est passionnante, qui dit quelque chose de... C'est un symptôme, cette plante qui est là est un symptôme de... Quel est le terrain? Qu'est-ce que c'est ma terre? Est-ce qu'elle est plutôt sableuse, plutôt argileuse, plutôt je sais pas quoi? Est-ce qu'elle est plutôt exposée, pas exposée, en plein vent? Est-ce qu'elle est ravagée de quelque chose? Est-ce qu'il y a de la vie dedans? Est-ce qu'il y a encore des carapes, des cloportes et des vers de terre? Ou est-ce qu'elle est atone et il n'y a plus rien? Et la plante elle-même sort ce qu'elle peut sortir pour régénérer. Si tu la fauches et que tu la mets au sol, en fait elle sort des choses que ne peuvent sortir aucune plante de cette sol pour reconstituer un sol. C'est pareil dans la maladie, on pourrait se poser la question à quel point le symptôme est là pour nous dire quelque chose et essayer de faire sortir quelque chose qui était nécessaire de faire sortir. Tu vois, dans une vision holistique de la santé, quelqu'un qui a aucun symptôme, qui est jamais malade, c'est pas bon signe. La plupart des enfants, quand ils ont une énergie vitale forte, ils ont des symptômes très forts, mais très courts. Ils vont faire un truc, ils se couchent par terre sur le flanc, boum, ils ont 41 de fièvre, ils bougent plus pendant 2 jours, et c'est fini, hop, ils repartent et ils recommencent à jouer, c'est terminé. Nous, on vit maintenant chroniquement avec des symptômes au long cours, rincés, ayant du mal à mobiliser de l'énergie vitale, et n'arrivant plus à guérir une bonne fois pour toutes. Enfin, voilà, donc ça c'est ma vision un peu de la médecine, c'est pas la vision de la médecine complètement académique, strictement standard. Notre médecine allopathique, elle soigne beaucoup le symptôme, en disant c'est ça qui me gêne, et quelque part c'est utile aussi, c'est-à-dire que quand quelqu'un a mal, pouvoir lui donner des antalgiques, c'est pas mal, quoi. Pour tout ce qui est pathologie circonstancielle, elle est très bonne. Tu t'es cassé la jambe, on va te mettre une plaque dans le... Ok, génial, tu remarches, quoi. Super. Mais par contre, pour tout ce qui est de l'ordre de la chronicité, là c'est la brasse coulée, quoi. On a une médecine qui est vraiment nulle et qui marche pas bien. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de savoirs qui sont déjà là, il n'y a rien à inventer. On pense que c'est l'intelligence artificielle qui va tout rénover, etc. Grâce à des applications gérées par des multinationales, on va faire enfin de la santé connectée. Waouh, super. Moi, je crois que ça va pas marcher, ce sera très utile pour des choses techniques, très techniques, et peut-être qu'il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain, c'est peut-être intéressant à certains endroits, mais que par contre, sur tout ce qui est chronicité, notre façon d'être au monde, là, il y a plutôt un travail d'archiviste du passé, d'essayer de retrouver ce qui a déjà été fait avant par les anciens. La médecine chinoise traditionnelle, les homéopathes, les acupuncteurs, l'ayurveda, des gens qui font de la naturopathie, d'autres façons de concevoir notre rapport au monde et au vivant, vraiment qui sont plus exigeantes aussi. C'est-à-dire que tu n'auras pas un remède extérieur qui va tout transformer. Il va falloir que tu changes ta vie. C'est du bon sens médecin, c'est comme le bon sens paysan, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, un agriculteur moderne en Beauce sur 800 hectares, qui pilote même plus sa moissonneuse balteuse parce qu'elle est automatique, il envoie un SMS pour avoir l'épandage Monsanto de Roundup, il reçoit des SMS pour savoir quand est-ce qu'il doit semer, une semence hybride qu'on lui a imposée de par le catalogue des semences autorisées. C'est un peu pareil en médecine, c'est-à-dire aujourd'hui, tu veux soigner, on te dit que l'huile essentielle de lavande c'est très toxique, quoi. Et par contre on va te donner des ARN messagers aux femmes enceintes, quoi. Donc on est un peu dans du délire où tant que ça rapporte de l'argent, ok, c'est ok, quoi.
Et ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses merveilleuses dans certains médicaments. Peut-être je parais ambigu aux auditeurs, parce que je le suis, c'est-à-dire que moi je suis à cheval entre deux choses. Je fais un grand écart. Je vois que certaines thérapeutiques, elles sont absolument incroyables. Elles sont, voilà, quand quelqu'un a un infarctus, si tu arrives à mettre un petit cathéter dans le cœur, dans l'artère du cœur qui est bouchée, gonfler un petit ballon et crac, tu débouches l'artère et boum, c'est comme s'il n'avait pas eu d'infarctus. C'est un peu magique, quoi. Merci la génial, médecine quoi. pour ça. Et donc, pourquoi moi j'ai pas forcément envie de dire non à ça, tu vois. Et pareil pour certaines thérapeutiques ciblées qui marchent très bien. Pareil pour certains hybrides en agriculture qui font des super beaux produits, quoi. Enfin, des grosses aubergines. Voilà. Et qui dans le monde actuel tel qu'il est, en circuit long, où il faut que le truc se tienne, où tu peux pas admettre qu'il va pourrir au bout de 2 jours. Bah, c'est peut-être pas mal, quoi, là tout de suite pour se nourrir. Après, c'est peut-être un pont vers autre chose. À dire relocalise ton agriculture, admets que les choses pourrissent, admets que ça va devoir être un cycle vivant, que tu pourras pas thésauriser, stocker dans 50 coffres-forts toute ta bouffe pour les 15 années à venir. Mais que non, c'est un cycle vivant où ça va venir. Et puis qu'il y a des périodes où il y a beaucoup et des périodes où il y a moins. Et ça fait partie du temps de l'année aussi, quoi. Voilà, on rentre dans le carême. Ces fêtes, elles sont pas là pour rien. Et elles ont rien à voir souvent avec la question religieuse, catholique ou autre. Elles sont des fêtes des paysans, en disant bon bah fin de l'hiver, on arrive un peu au bout des ressources, les semis n'ont pas encore commencé à sortir réellement, donc on ne sait pas tout de suite qu'on va bouffer du basilic et des tomates, parce qu'on n'a pas de fil chauffant, ni rien, ni de serre chauffée, voilà. Et donc il va falloir, bah voilà, on va moins manger pendant un moment. Et on fera la fête au milieu, on fera Mardi Gras, on fera la Chandeleur, enfin je sais pas quoi, voilà, on fera la fête parce qu'il faut continuer à faire la fête. Et ça, enfin voilà, donc ça nous amène peut-être un petit peu plus loin, mais j'ai essayé de dresser un parallèle entre le monde de la santé et le monde de la paysannerie, à la fois sur ses faillites et à la fois sur ses sur ses évolutions sociales, et à la fois sur où est-ce qu'il y aurait des ressources, quoi, où est-ce qu'on pourrait régénérer tout ça. Je crois pas que ce soit dans la nouvelle moissonneuse-batteuse et la dernière proposition de BASF ou de Bayer qu'on régénère la paysannerie. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, est-ce que tu pratiques la médecine comme tu l'as pratiqué les 15 dernières années ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les quelques dernières années pour toi ? Oui, alors je peux essayer de me présenter. Je m'appelle Louis Fouché. J'ai plusieurs étiquettes et ça devient de plus en plus difficile pour moi au fur et à mesure que le temps passe de me présenter. Parce que qu'est-ce qui est important, le plus important, est-ce que c'est ce que je vais mettre en avant, est-ce que c'est ce qui est important pour moi? Et dans ce cas-là, je vais vous dire d'abord, j'ai 3 enfants et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Donc j'ai 3 enfants et ce sont mes petits maîtres. J'essaie d'écouter leur joie, leur innocence, leur créativité comme quelque chose qui n'a pas besoin d'être contrôlé, qui n'a pas besoin d'être prédit, dompté ou je sais pas quoi. J'avais entendu ça de la part de mes voisins un jour, ils disaient ouais, vos enfants ils sont pas dressés, quoi. Ils font beaucoup de bruit. Ouais, ils font beaucoup de bruit, ouais. Il faut les dresser. Nous on a eu des chiens, ils avaient fait le parallèle, quoi. J'étais un peu choqué, quoi. Je me dis, non, ils sont vivants, quoi. C'est des enfants, quoi. Et c'est nous qui sommes morts, qui sommes déjà des zombies. Donc il y a plein de choses importantes pour moi aujourd'hui dans ce que je vis qui ont été très bouleversées ces dernières années. J'ai fait un long parcours d'études pour devenir anesthésiste réanimateur. L'anesthésie, c'est d'un côté endormir et réveiller quelqu'un autour d'une chirurgie. Donc c'est quelque chose de très procédural, très sécurisé. C'est un petit peu comme l'aviation civile. Quand tu prends l'avion, tu sais, tu passes 3 checkpoints, on va te faire enlever tes grolles, ta ceinture, machin, mettre ton sac. C'est un peu pareil en anesthésie. Hein. On va faire tout ça pour qu'il se passe rien. Ce serait le rêve qu'il se passe rien. Cauchemar qu'il se passe rien peut-être. Mais donc c'est une spécialité un peu anxieuse, on va dire, et très obsessionnelle. Il faudrait être très carré, quoi. Et en même temps, ça apporte des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on sécurise des procédures d'une manière étonnante. On est capable de faire des choses, aujourd'hui, de faire des chirurgies qui seraient impensables il y a encore 50 ans. Parce que l'anesthésie a progressé. Et qu'elle a vachement sécurisé les choses. Donc là, je rassure les gens qui ont peur de l'anesthésie. Aujourd'hui, c'est quand même hyper safe, quoi. Et vous avez beau avoir un anesthésiste qui est complètement nul. En vrai, le plus important en anesthésie, c'est pas l'étincelle individuelle de créativité, c'est la cohérence collective. Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai appris en anesthésie, c'est que la cohérence collective
la reproductivité de ce qu'on fait était plus importante que d'arriver avec attends, ce matin j'ai eu une super idée pour ces patients, on va changer, on va essayer un nouveau produit, on va faire un nouveau protocole. Non, fais comme d'hab. Si tu fais comme d'hab, même si c'est pas génial, c'est en moyenne mieux que ton délire perso. Ça n'empêche pas que ton délire perso puisse être absolument génial une fois de temps en temps, hein, effectivement, et faire un truc à nul autre pareil. Et donc c'est une spécialité éminemment industrielle. Il ne s'agit pas de faire de l'artisanat. Et puis de l'autre côté, il y a la réanimation, et la réanimation c'est l'autre pendant, c'est plutôt au contraire, on est dans une situation tellement grave où les patients sont tellement malades qu'on va s'autoriser à prendre énormément de risques, à faire pas comme d'hab, à transgresser des protocoles, parce que dans cette situation-là, on pense que la balance bénéfice-risque va être bonne. Et donc c'est un peu la différence entre un avion long courrier, tu vois, un Boeing 747, 867 places, et de l'autre côté un petit coucou de voltige biplan, tu vois, le biplan de voltige de Porco Rosso, quoi. Et donc c'est assez drôle de faire les deux en même temps, parce que les deux vont se nourrir l'un l'autre. Et moi j'aime beaucoup ce métier. Et en même temps, j'en vois les limites, c'est-à-dire que c'est un métier qui est très technique. Il y a beaucoup de machines, beaucoup d'outils. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ces outils me donnaient un peu la toute-puissance. Tu vois. C'est un peu le rêve de l'ado. Waouh, si j'ai une super grosse bagnole, je vais pouvoir faire le tour du monde, enfin, ou je sais pas quoi, tu vois. Il faut que j'achète la nouvelle planche à voile tous les ans, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est le rêve du matos, quoi. Et la réa, c'est ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est vachement plus facile de savoir ce qui est faisable que ce qui est souhaitable. C'est-à-dire que t'as le matos, mais est-ce que éthiquement, moralement, humainement, c'est ça qu'il faut faire? Et là t'as plus de réponse. Et t'es même mis en danger par la disponibilité technique. Tu vas faire des conneries et des trucs très inhumains, de l'acharnement thérapeutique, tu vois, ce qu'on appelle de l'obstination déraisonnable, parfois, ou au contraire, faire de l'euthanasie à quelqu'un à qui il faudrait pas, parce que c'est disponible techniquement. Et ça devient super dur de savoir qu'est-ce qui est juste là-dedans. Et ça m'a poussé à faire un 3e cycle universitaire d'éthique et d'anthropologie de la santé, qui est une de mes casquettes. Et donc moi j'ai un DEA, quoi, enfin un Master 2 on appelle ça maintenant, et j'étais en train de faire une thèse de sciences sur le sujet, et puis ma carrière était foutue en l'air par le Covid. Donc c'est venu tout ravager. Donc là juste un petit avis aux gens qui diraient ouais il a fait tout ça pour faire du fric, etc. Juste un petit référentiel pour vous, en tant qu'anesthésiste, la proposition d'emploi que j'avais, c'est 2 jours et demi par semaine, rémunéré plus de 15 000 euros net par mois. Ça, c'est ce que je pouvais faire dans le privé. Donc vous imaginez, aujourd'hui, je ne vis pas du tout. Et d'une part, je suis toujours resté dans le public, à l'hôpital public, au CHU. T'as jamais gagné cette somme? J'ai jamais gagné ça. Moi, même si j'avais un salaire très confortable, qui était entre 4 000 et 6 000 euros en fonction des gardes, des astreintes, par mois. Donc c'est largement plus que ce qu'il me fallait pour vivre. Mais le Covid est venu foutre tout ça en l'air. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de prendre la parole en disant ce que je vois dans le réel, ce que je vois dans le vrai monde, n'a pas à voir avec ce qu'on raconte dans les médias. Et ça devenait douloureux à la fin. Très douloureux d'avoir ce hiatus aussi important entre le récit collectif qui était porté et que les gens reprenaient en cœur, et puis le réel de ce que je vivais. Et ce qui est dur, c'est que ce réel, il est mobile, il est labile. Aujourd'hui, si tu fais un récit très catastrophiste sur l'environnement, il va être repris par tous les médias. Tout le monde va être d'accord, tu ne seras pas censuré, etc. On te permet de dire que c'est l'effondrement, que c'est terrible et qu'on va tous mourir, que le ciel va nous tomber sur la tête, qu'on va avoir tellement de CO2 qu'on ne pourra plus respirer, qu'on va être englouti sous des tonnes de carbone et tout. Ok. Je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans, mais qu'elle n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que on a un problème avec le vivant, on a un problème avec notre relation à l'environnement, avec il n'y a qu'à voir les marais de plastique qu'on a à Marseille, tu vois, à chaque fois qu'il y a une tempête. On a un problème avec le plastoc, quoi, globalement, avec l'hydrocarbure, avec la disponibilité énergétique. On a trop d'outils dont on ne sait pas quoi faire, comme en réa. Et on ne sait même plus ce qui est juste là-dedans et ce qui nous rend heureux. Ou ce qui c'est juste pour fonctionner qu'on le fait. Ouais. Ça me fait penser aux tracteurs John Deere qui sont en train d'être fabriqués et qui n'ont plus de pilote. Exactement, est-ce que ça rend heureux l'humain? Exactement. Et puis, est-ce que ça produit une nourriture qui est bonne pour nous? Et donc, j'ai voulu en témoigner. Et je percevais pas au départ à quel point c'était
subversif. Je pensais juste, moi, faire mon boulot de médecin et de personnage public en parlant. Et ça a été très violent. Il y a eu énormément d'attaques, de diffamations, de calomnies. Ça, c'est le côté sombre et triste. Et donc, si aujourd'hui les gens qui nous écoutent vont voir ma fiche Wikipédia qui porte mon nom, là-dedans, il y a marqué que je serais un gourou d'une secte d'extrême droite, anti-vax, qui appelle à la violence, qui maltraite les patients, qui est anti-IVG, anti-je sais pas quoi, climato-sceptique, ce que vous voulez. En fait, ça paraît délirant, quoi. Et pourtant, c'est ça qui a marqué. Et on est encore une fois dans cette distance entre la narration qui est faite collective et le réel. Ouais, j'ai 3 enfants, j'ai une poule, des toilettes sèches, un jardin, je suis au chômage. Voilà, c'est ça le réel, quoi. Et j'écris des bouquins et j'essaye de comprendre le monde dans lequel je vis, quoi. Et tu prends parti pour... Enfin, tu prends pas parti... Non, j'essaie en tout cas questionnement permanent. Ouais, j'essaie de rester dans une dynamique où être pour ou contre, c'est pas la bonne posture. En tout cas, c'est pas une posture diplomatique. Moi, je suis pas pour ou contre le changement climatique, c'est pas la question. Je suis pas pour ou contre le masque ou le Covid ou l'Ukraine ou je sais pas quoi. Il est en train de se passer quelque chose dans le réel, une guerre, un truc, une épidémie. Qu'est-ce qu'on veut qu'il en sorte? Et moi, dans le Covid, par exemple, ma raison d'être, on va dire, c'était que les gens soient bien soignés et qu'on prenne soin d'eux à ce moment où ils sont particulièrement vulnérables et où ils vont pas bien. Et je voyais que les directives officielles, c'était de dire, non, les généralistes ne doivent pas prendre en charge ces patients. C'est paracétamol à la maison et bonne chance. Et puis, il n'y aura que la réanimation qui peut faire quelque chose. Et ça, pour moi, c'était pas du tout juste, parce que mon but en réanimation, c'est que les gens ne viennent pas en réanimation. C'est pas de les sortir de la réanimation et de les soigner de la réanimation. C'est de faire qu'ils n'arrivent jamais en réanimation. S'ils arrivent en réanimation, c'est que ça a beurré en amont. Et donc chaque fois qu'on a un arrêt cardiaque, une détresse respiratoire dans un service qui finit en réa, et après on va débriefer avec le service en disant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On n'aurait pas dû en arriver là. Et là c'est un peu pareil. Si tu dis le Covid, ouais ça se soigne qu'en réa et tout, qu'est-ce qu'il y a en amont qu'on aurait pu changer sur notre immunité, notre façon de se nourrir, notre façon d'être en lien les uns avec les autres, notre façon d'habiter le monde? Il y avait beaucoup de choses pour rester en santé et garder une bonne immunité, tu vois. Et sans même parler de médicaments, hein. Je te parle que d'alimentation et de pratiques sociales. Sortir se promener, ne pas rester voilà, à exactement, l'intérieur. exactement. Et ça m'a choqué de voir que tout ce qui était fait, tout ce qui était proposé, étaient des solutions techniques focalisées autour de l'objectif de réduire le R0, tu vois. Mais rien que le mot que je viens d'utiliser, ça n'a aucun sens. Réduire le R0, c'est le taux de transmissibilité du truc. Ah oui. Tu vois, on nous a souvent dit ça, il faut aplanir la courbe et tout ça. Mais ça veut rien dire. C'est pas quelque chose d'humain, ça. Tu pourrais dire on veut que les gens soient bien soignés. Et donc on va mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'ils soient bien soignés. Des réseaux de soins, des parcours patients qui sont bien faits, proposer des thérapeutiques. Ok, mais aplatir la courbe, réduire le R0, ça n'a aucun sens. Et on rentre dans cette société du non-sens où nos objectifs finaux, tu vois, les endpoints on pourrait dire, sont délirants. Donc aujourd'hui, une entreprise multinationale, son endpoint principal, c'est de faire du pognon. C'est plus de fabriquer quelque chose qui est utile à la société en respectant l'environnement, les gens qui le cultivent. Non, ça c'est pas dans l'équation, quoi. Et donc tu peux avoir des enfants dans des villes-usines, tu peux avoir... Aujourd'hui, il y a des algorithmes de trading à la nanoseconde en bourse. C'est-à-dire qu'il y a des robots traders qui sont capables d'échanger des marchandises, et y compris des marchandises alimentaires, des denrées alimentaires, à la nanoseconde, pour essayer d'optimiser le profit. Et leur nom c'est Razor, le rasoir, Shark, le requin, Guerrilla, la guérilla, Sniper, le sniper, tu vois. C'est ça les noms qu'ils portent. Ça devrait nous dire, quand les choses portent un nom pauvre chelou, requin. ça devrait nous dire waouh, il faut arrêter ça. Oui. Ouais. Et donc moi j'essaye d'aller vers une slow médecine, une slow food, une slow agriculture, une slow life, quoi. C'est ralentir le rythme pour essayer d'habiter un peu plus fort le présent, quoi. Pas être sans cesse en train d'attendre ce qui va se passer après. Voilà. Et donc pour parler de ce que je fais au quotidien maintenant, là tout de suite je suis, moi j'ai été suspendu, enfin j'ai pris une disponibilité, c'est-à-dire je suis parti volontairement et ensuite je pouvais plus retravailler parce qu'il y avait un décret de suspension. Les gens n'ont peut-être pas suivi, mais c'est la loi du 5 août
2021, qui a mis à la porte tout plein de soignants en disant voilà, vous voulez pas vous faire vacciner, bah ciao, vous vous cassez. Et c'est non seulement vous casser, mais c'était pire que ça, c'est-à-dire t'étais suspendu, sans durée. Suspendu, ça veut dire j'étais toujours salarié de l'assistance publique, et donc j'avais pas le droit de trouver un autre emploi. J'avais une clause de non-concurrence, et donc j'avais pas le droit d'être serveur à McDo, j'avais pas le droit d'être autre chose. Ça paraît délirant quand même quand on y pense. Pas de sécu, pas de retraite, pas de rien. Mes congés payés que j'avais, je pouvais pas les prendre. Rien. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. On a du mal à estimer combien de personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis en arrêt maladie juste avant, d'autres gens qui se sont mis en pré-retraite, d'autres gens qui se sont mis en burn-out, des gens qui ont fait des dispos comme moi, qui ne sont pas comptés strictement. Et donc les suspendus proprement dit, qui ont eu leur arrêté de suspension, on ne sait même pas combien il y en a. Mais probablement pas mal. Alors à la fois ça peut paraître triste quand je le raconte comme ça, et extrêmement violent, et ça l'est, et à la fois ça a été l'occasion d'une découverte de plein d'autres possibles. D'une part, j'ai plus besoin de faire des gardes. Et tu vois, les gardes pour un réanimateur, c'est le samedi, c'est le week-end, c'est la nuit, tu dors pas la nuit, il y a un niveau de pénibilité qui est très important, et qui est complètement passé sous silence. Ça te détruit ton sommeil, tes rythmes circadiens et tout ça, et ta joie. Et là, le fait de ne plus faire des gardes, quel repos, quoi. Quelle joie, quelle libération, quoi. J'aurais beaucoup de mal à en refaire maintenant. Et ça, c'est un peu pour rire, mais ça a surtout libéré du temps pour s'occuper des enfants, s'occuper de la vie de famille, de la vie de couple, s'occuper d'essayer juste de poser un témoignage aussi. Pas forcément vouloir construire quelque chose tout de suite, mais juste regarder les choses et en témoigner. Donc j'ai fait des bouquins. 3 bouquins là en 3 ans, et puis des films. On a fait des films sur les suspendus, mais un film un peu inattendu sur la permaculture, sur l'éco-construction, sur des écoles alternatives, tout ça, qui s'appelle Tous résistants dans l'âme. Et donc j'aurais jamais eu le temps de faire ça. Moi je pensais pas que je pouvais écrire des livres, je pensais pas que je pouvais être cinéaste, tu vois. Et là, le fait que ma vie soit interrompue de manière très brutale, sans que j'ai vraiment le choix, ça a ouvert plein de possibles, et donc c'est très joyeux. Et je regrette pas, je reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Je sais pas ce que je vais faire demain, mais je pense qu'on est assez nombreux dans cette situation-là aujourd'hui en France et dans le monde à pas savoir ce qu'on va faire, ni ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et peut-être justement pour nous dire, assieds-toi là dans le désastre et attends les signes, attends tranquillement que le monde te dise où est-ce que tu peux être utile, quoi. Moi je pense que chacun a un rôle à jouer. Comme dans un jardin, l'arbre il ne joue pas le même rôle que la mésange, qui ne joue pas le même rôle que l'abeille ou la petite fleur, la pâquerette. On a tous notre rôle à jouer dans ce grand jardin, et une des boussoles, c'est un peu la joie. C'est qu'est-ce qui me met en joie. Là, tout de suite, retourner dans un bloc opératoire, je trouverais ça sympa, rigolo, mais me réengager pour longtemps à essayer de tenir l'hôpital alors qu'il est en train de mourir, qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour le détruire de manière volontaire, je ne suis pas sûr d'avoir la force de tenir ça au long cours. Ouais, ta place aujourd'hui, c'est plus faire ce que tu fais, témoigner, accompagner un monde qui émerge vivant. Et c'est pas un truc de bisounours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, vous êtes sympa, mais attendez, il y a quand même les guerres et tout ça. Il y a les deux en même temps, en fait. Il y a les guerres et il y a l'émergence d'autres choses. Oui. Et c'est les deux en même temps. Et c'est très dur de faire ce grand écart et d'accepter qu'il y a les deux en même temps. Il y a à la fois un système totalitaire qui est en route, et à la fois il n'y a jamais eu autant d'alternatives. Ouais, il y a à la fois le système agro-industriel qui est en train de se concentrer encore plus. À la fin, vous n'aurez plus que 15 semences possibles. C'est Bill Gates et Monsanto qui posséderont quand on fait du land grabbing, de l'accaparement des terres sur toutes les terres. Ok. Mais de l'autre côté, vous n'aurez jamais autant de gens qui recultivent leur jardin pour faire un potager, qui refont vivre des petites surfaces d'1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, qui n'étaient pas censées être complètement agricoles, et qui essayent d'autres façons de faire. Donc ça, pour moi, c'est très rassurant. Et c'est pareil en médecine. C'est-à-dire qu'en médecine, tu as la médecine standard que je vous ai décrite qui traite le symptôme. Et de l'autre côté, il y a plein d'émergences de plein d'autres choses. Les gens commencent à faire des régimes. Tu leur prescrirais, ils ne le feraient pas. Tu leur prescrirais un régime sans gluten, ils ne le feraient pas. Et ils arrivent à se l'imposer à eux-mêmes, à se trouver mieux avec ça. Ok, et on essaye, quoi. Et là-dedans, il y a un foisonnement de biodiversité qui est hyper rassurant. Donc moi, j'essaye d'accompagner ça à ma petite mesure, à la fois dans le champ de la médecine. Donc je m'occupe d'un groupe qui s'appelle UNS, Une Autre Santé. C'est une sorte de pépinière d'initiatives de santé intégrative
La santé intégrative, c'est une santé où il y aurait le médecin, mais où il y aurait plein d'autres professionnels du soin. Des infirmiers, des aides-soignants, ça c'est comme d'hab, des réseaux de soins, mais il y aurait aussi un kiné, un ostéo, un acupuncteur, un homéopathe, une sage-femme, et tu mets tous ces gens-là ensemble. Et tu les mets autour de la table ensemble pour discuter d'un patient. Et c'est pas juste chacun est juxtaposé. C'est vraiment on bosse ensemble pour essayer de faire le plus cohérent chez ce patient-là, dans sa situation à lui, qui sera peut-être pas la même pour un autre qui aurait la même pathologie, mais qui serait pas bien. Voilà, ça c'est en train d'émerger aussi. Et y compris au sein de l'institution. C'est ça qui est très étonnant aujourd'hui dans les hôpitaux. La plupart des aides-soignants, des infirmiers, ils discutent pas du nouveau protocole qualité, machin. Ils en ont rien à foutre. Ils discutent homéopathie, aromathérapie, jeûne, façon de se nourrir mieux, etc. Ça aussi, c'est super réjouissant, quoi. Et ils font tous maintenant de l'hypnose conversationnelle, du toucher détente, des massages shiatsu, des trucs comme ça, tu vois. Et alors au début, on regardait ça un peu effaré, tu vois, parce que nous, on était dans la médecine très technique, quoi, très allopathique. Et puis petit à petit, non, même nous, on voit que ça, c'est utile, c'est bien, c'est chouette pour le patient, ça va ensemble, ça va pas contre. Et donc il y a une autre santé, il y a plein d'initiatives qui sont nées à la suite de Réinfo Covid. Réinfo Covid, c'est une initiative un peu étonnante qui est née à ce moment-là. Moi, j'ai voulu témoigner de ce qui se passait dans l'AREA et autour du Covid, et j'ai appelé à l'aide. J'ai dit, je peux pas comprendre je comprends rien en fait de ce qui se passe, et j'ai besoin d'aide. Et on s'est réunis avec plein de scientifiques, de chercheurs. J'ai un ami qui s'appelle Laurent Mukieli, qui est universitaire en sociologie à Aix-Marseille, qui avait fait une lettre en disant il faut arrêter de gouverner par la peur. Et on avait été 300 signataires. Et ensuite, j'ai récupéré tous les noms et j'ai essayé de mettre ensemble les gens pour qu'on travaille ensemble dans des ateliers de travail. Et ça a donné lieu à une grande initiative intellectuelle au départ, scientifique et médicale. Et très rapidement, on a compris qu'on ne pourrait rien comprendre avec la tête, juste avec la tête. Que c'était illusoire, que la science, elle était frelatée, qu'il y avait des études qui étaient truquées, falsifiées, Qu'est-ce qu'était la vérité là ? On était vraiment dans un moment de flou là-dedans. Et donc on a dit, il nous faut des artistes, il nous faut qu'on convoque le cœur pour ça. Parce que peut-être il y a des gens en un poème, en une chanson, en un film, ils vont réussir à saisir des trucs, nous ça nous prendrait 5 bouquins de le faire. Ok, donc on a réuni des artistes. Et ensuite on a dit, il faut qu'on ait les tripes aussi, les gens ils vivent avec les tripes ce qui est en train de se passer. Et on a fait tout un groupe de recueil de témoignages. Donc il y avait comme un standard, si tu veux, mail et téléphonique, pour recueillir les témoignages de ce que vivaient les gens. J'ai été sur la plage, il y a un drone qui m'a survolé en disant rentre chez toi, t'as pas ton masque. J'ai perdu quelqu'un en réanimation, j'ai pas pu l'enterrer. Et il y a ça qui est arrivé quand même, hein. On a transgressé ça. Et la tête, le cœur et les tripes, c'est nos 3 façons de comprendre les choses. Ça a été le début, c'était rigolo. Ça me parle énormément, hein, tout ce que tu racontes, parce que à l'école d'agroécologie voyageuse, donc un projet qui a duré 3 ans et qui s'est terminé en juillet 2023, on parlait vraiment de cette idée d'accompagner à apprendre tête, cœur, corps, ou tête, cœur, tripe, ou main, tête, cœur, peu importe qu'est-ce qu'on dit, mais en tout cas avec le plus de parties de soi. Et il y a beaucoup ce que tu dis par rapport à la joie, la boussole, c'est la joie, c'est le plaisir interne, comme dit Ernst Götsch, le père de l'agriculture syntropique. Cette idée de faire les choses par plaisir, mais un plaisir juste, pas le plaisir court-termiste que certains peuvent ressentir, et qui est prôné dans notre société avec les applis, etc. Et du coup, il y a la joie, mais alors il y a certaines personnes qui peut-être aujourd'hui ont du mal à se connecter à leur joie. Et à l'école d'agroécologie voyageuse, la moyenne d'âge c'était 23-25 ans. Beaucoup de jeunes éco-anxieuses, parce qu'on avait surtout des femmes à l'école d'agroécologie voyageuse, qui étaient effrayées, tétanisées du monde qui est dehors, qui est là, et en même temps qu'on montre aussi, peut-être qu'on exagère, comme tu disais. Hein. Et donc, comme tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Traverser la peur, l'Odyssée du réel », est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces jeunes qui sont tétanisés ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Et pour retrouver cette boussole de la joie, tout en acceptant que c'est normal d'avoir peur, mais pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
quand on est dans un c'est pays où on est gouverné par la peur, quoi. Alors, je sais pas si j'aurais un conseil, je peux peut-être juste raconter des histoires. Effectivement, on a du mal à toucher à la joie tant qu'on est pris dans ce moment de peur. Et on est dans une société qui est dirigée par la peur. Le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement terroriste qui passe son temps à raconter des récits apocalyptiques terribles sur la guerre, sur les maladies, sur l'environnement, parce que faire peur aux autres permet de prendre le contrôle sur eux. À partir du moment où tu fais peur à quelqu'un, tu peux lui dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce que voilà, et il va se réfugier et te prendre comme figure d'attachement. Et donc il y a vraiment une perversion à entretenir la peur. Tous vaccinés, tous protégés. Et en même temps, c'est probablement un réflexe naturel. Nous-mêmes, quand on a peur, on va dire ce dont on a peur pour essayer de s'en débarrasser. Et en fait, on va pas s'en débarrasser, on va le démultiplier. L'autre aussi va avoir peur. Et on joue même à ça quand on est enfant, sous la tente, à faire les histoires de les tripeurs du coin, ou je sais pas quoi, du tueur en série qui habite dans le coin. Tout le monde après va faire du sanglier gigantesque qui va venir nous terrasser. Et tout le monde se met à flipper sous la tente. Alors qu'au début, c'était une histoire pour rigoler, tu vois. Et donc, à partir même du rire, on arrive petit à petit à la peur et à la terreur, et à l'inhibition de l'action, et à l'inhibition de la joie. Et pour moi, il y a un enjeu, c'est d'arriver à traverser la peur. C'est-à-dire, le but, c'est pas de pas avoir peur. La peur, elle est utile, elle est nécessaire, elle nous prémunit des dangers importants, elle nous évite de faire des grosses conneries. Mais c'est de retrouver un concept qui est porté beaucoup par Aristote, qui s'appelle la prudence. La phronésis, il appelle ça. La phronésis, c'est quoi ? C'est l'intelligence du courage. La sagesse contextuelle, il appelle ça aussi. C'est-à-dire, à tel moment, je peux faire ça, à tel autre, je peux pas. Et donc, c'est pas la chose que je fais en soi, c'est la chose que je fais dans un contexte. À tel moment, je peux sauter de cette falaise dans l'eau et tout ça. Ben ouais, il y a des gamins qui sont passés avant, je sais qu'il y a de l'eau, il y a du fond. J'ai nagé il y a 3 jours et j'ai vu qu'il y avait plein de fond, etc., qu'il n'y avait pas de rocher à cet endroit-là. Je suis en pleine forme, il y a une jolie fille que je veux séduire et donc je veux sauter de cette falaise. Bon, bah c'est le jour où je vais le faire. Je vais traverser ma peur. Je vais avoir l'intelligence du courage et je vais y aller, je vais sauter de ma falaise. Et j'aurai peur au bord, hein, mais toc, je vais franchir le pas et je vais sauter. Et là, il y aura cet instant suspendu et pouf, je serai dans l'eau et j'aurai une autosatisfaction de l'avoir fait. De m'être dit, j'ai dépassé ma peur, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Et j'ai même pas forcément besoin de le refaire. Alors soit c'était très marrant et je dis bon, j'y retourne, je recommence. Soit j'ai fait à moitié un plat, etc. Et je me dis bon, ouais, c'était sympa, je l'ai fait, c'est bon, j'ai vu, j'ai compris, quoi. Et t'as d'autres gens, ils restent sur le bord de la falaise et tout le monde leur dit vas-y et ils veulent pas y aller, en fait. Ils sont pas prêts, ils ont pas les ressources. Et pour moi, un des enjeux que j'ai compris là en discutant de la question du Covid, qui était une question de peur, hein, fondamentalement, on avait essayé d'informer sur ce qu'était le Covid, sur ce qu'étaient les traitements, tout ça. Mais au fond, sur les mensonges du gouvernement et tout ça, et des multinationales, mais au fond, c'était pas tellement l'enjeu. Il y a plein de gens qu'on préférait dire non, ils disent des conneries, c'est des complotistes, etc. Et parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour faire face à l'épreuve qu'on leur imposait. Leur épreuve qu'on leur imposait, c'était en gros de dire non, mais Macron ne veut pas votre bien, en fait. Macron est au service de multinationales. C'est ça qu'on disait. Et il y avait plein de gens qui ne voulaient pas l'entendre. Plein de gens qui nous ont dit non, mais quand même, le gouvernement fait ce qu'il peut, ils sont maladroits, etc. Mais ils ne voudraient pas notre mal, quand même. Et là, il y a un vrai deuil à faire. Des gens au pouvoir. Et moi, j'avais eu cette conversation avec des amis qui venaient d'Algérie et d'autres qui venaient de Russie. C'était avant le conflit et tout ça. Et je leur avais dit ça. Au début, je dis, mais quand même, le gouvernement ne voudrait pas qu'on soit pas bien, etc. Mettre à genoux notre économie, etc. Et là, ils m'avaient regardé en rigolant. Ils se disaient, mais c'est une blague ou quoi ? Toi, t'as jamais vécu dans un système totalitaire. Tu comprends rien, en fait. Les gens qui sont au gouvernement veulent tout le pouvoir et veulent l'argent. Sinon, ils seraient pas là. Tout simplement. Exactement. Et les gens normaux, ils veulent pas tout le pouvoir et tout l'argent. Ils veulent pas être au gouvernement. Là, tu prends n'importe qui de normal, il dit moi je veux pas faire ça. En fait, ça m'intéresse pas ce métier. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ça draine que des personnalités pathologiques. Et c'est eux qui nous dirigent. Donc là, on mettait face à une grosse falaise les gens en disant voilà, faut sauter. Hein. Faut que t'oses sauter et dire non, en fait, mon gouvernement, mon État ne me veut pas du bien, mon médecin est peut-être à côté de la plaque, ne comprend pas ce qui est en train de se passer, n'est pas suffisamment formé, etc. Et pour beaucoup de gens, c'était impossible de franchir ce pas-là. Et donc, ils ont préféré rester dans le déni et dire vous êtes fous, je veux pas, voilà, je veux pas sauter. Je veux pas regarder. Ouais. Et
Et donc on s'est posé la question ensuite, mais alors comment on fait ? Parce que nous on était vraiment convaincus, et plus que ça, on avait des arguments scientifiques très précis, factuels, pour dire les choses qu'on disait, et on les a toujours. Et on s'est dit non, c'est les ressources intérieures des personnes qu'il faut augmenter. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait, j'espère que c'est clair, mais quelqu'un qui aurait peur de passer à l'action, prendre sa terre, de faire sa propre exploitation et tout ça. T'auras beau lui mettre tous les cadres sécurisants qu'il faut, ça suffira pas. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc t'auras beau lui filer 5000 mètres carrés de terrain, lui dire je te donne 3 personnes, lui dire non, c'est pas là que ça se passe. Tu lui fileras du pognon, c'est peut-être même pas là que ça se passera encore. C'est à l'intérieur, est-ce que j'ai les ressources déjà physiques en santé ? Si je bouffe mal, si je dors pas, si j'ai du lien social qui est appauvri, amoindri, si j'ai pas de vie spirituelle, si j'ai pas de culture de beauté autour de moi, que je cultive pas le beau, que je me nourris de romans noirs en regardant des œuvres contestataires, glauquissimes, etc., en regardant les news et BFM, bah ouais, t'es malade, hein. Je pense que tu mets des gens devant BFM pendant une semaine d'affilée non-stop, ils en meurent. Non, mais pour dire qu'on est aussi des êtres d'information et que c'est hyper toxique en vrai. Et que même s'ils en meurent pas, eh ben ils arriveront plus, ils seront tétanisés comme des lapins dans les phares. Oui. Ou alors ils seront morts de rire, mais ça dépend qui. Je dis ça pour rigoler. Mais pour dire que je pense que tu me demandais qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil, c'est créer les conditions pour que les gens renforcent leurs ressources et qui n'ont pas forcément à voir avec la finalité immédiate poursuivie. Peut-être que ce ne sera pas de faire des cours sur l'agroécologie et la complémentarité des cycles de la nature, etc. Que ce sera beaucoup plus sur ok, d'abord on prend soin de nous, on se met en forme, on a la niaque et on rigole, on a des célébrations collectives qui nous aident à nous recharger les batteries, et à partir de ça on peut faire des choses. Et tu vois, un des gros enjeux de Réinfo Covid pour beaucoup de gens qui faisait partie de la structure, c'était la célébration collective. C'est-à-dire toutes les semaines se réunir, alors c'était par Zoom, hein, et ok, on fait un temps de centrage méditatif. Boum, 3 minutes, juste. On respire, on prend contact avec la respiration, les pieds sur le sol, les cuisses sur le... Voilà, c'est de la méditation, hein. Bon, ok, voilà. Et juste après, faire une météo intérieure. Voilà, chacun dit avec quoi il arrive, s'il a envie, il n'est même pas obligé. Puis reciter les rôles, qui fait quoi, combien de temps ça va durer. On ne dépassera pas l'horaire, on va respecter ça. Parce qu'il faut respecter notre sommeil. On ne va pas finir la réunion avec 25 minutes de retard. C'est pas fini, on recommencera la semaine prochaine, c'est pas grave. Et on sera plus efficace. Juste ça, au fond, quel que soit le sujet qu'on aurait pris, que ce soit le Covid ou autre chose, en fait déjà ça c'était utile à recharger les batteries. Et on a besoin de recharger nos batteries, hein. On est quand même bien rincé par nos modes de vie occidentaux, modernes. Donc voilà, peut-être c'est une réponse pas directe sur la question de la peur, hein. C'est se trouver des rituels individuels et collectifs qui ne nous enferment pas. C'est-à-dire le but c'est pas de devenir autistique ou sectaire et à refuser le monde, c'est au contraire trouver des rituels qui contiennent en eux le germe ensuite d'aller oser partir à l'aventure. Et pour partir à l'aventure, qu'il y ait des épreuves initiatiques qui soient prévues. C'est-à-dire que tu pourrais penser qu'au sein d'une école d'agroécologie, il y a des moments où la personne, elle va être obligée de faire quelque chose. Ça fait partie du rituel collectif, de dire, tu vas passer en autonomie 3 jours dans la nature, ou faire ci ou ça, tu vois, et observer, noter tout ce que tu vois et nous le ramener, tu vois, essayer de survivre comme ça. C'est ce qu'on faisait dans les ethnies anciennes aussi, hein. Les enfants étaient confrontés à une épreuve initiatique qui les confrontait à la violence, à la mort, à la souffrance, potentiellement, hein. Mais si jamais elle était... et à la peur, mais si jamais elle était traversée, d'un coup ils devenaient plus forts, plus grands, ils étaient capables de tout accomplir. Donc là on est peut-être dans une grande épreuve initiatique collective, qui est l'effondrement de notre société occidentale et tout ce qu'on pensait stable jusqu'ici. Ton livret A vaudra plus rien, ton LDD vaudra plus rien, t'as pas d'assurance sur l'avenir, tu sais même pas si tu pourras partir en vacances à la fin de l'année, tu vas mourir, ouais, tu vas mourir. Et peut-être c'est ça le fond du truc, c'est au pire, mettons au pire. Le totalitarisme triomphe, le ciel nous tombe sur la tête, l'air devient irrespirable. Au pire, on en meurt. Mais de toute manière, on va en mourir. Quoi qu'il arrive. Et donc à partir du moment où tu as enlevé ça de ton équation, tout le temps qui reste, ici, je fais tout ce que je peux pour vivre cette joie que j'ai envie de vivre. Et qui n'est pas une joie égoïste, comme tu l'as dit, de plaisir, de consommation de l'autre ou du monde, hein, qui est
la joie de contribuer à plus grand, de faire partie de plus grand et d'avoir un rôle, moi, individu, mais que ça aide aussi plus grand. Ma famille, ma ville, ma société, le monde, pourquoi pas. Et donc il y a un juste point d'intersection qui nourrit la joie, c'est trouver cet espace où ma verticalité, mon étincelle individuelle, est au service d'une horizontalité collective qui lui donne du sens et de l'assise, qui la stabilise et la renforce. Et moi, je viens apporter quelque chose par mon étincelle individuelle. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.